Avant toute chose, ce soir, nous vous devons des explications. Notre édition du samedi 19 avril 2026 n'a pas été diffusée dans les délais habituels. Des problèmes techniques indépendants de notre volonté ont retardé sa mise en ligne. Nous vous la livrons ce lundi matin, 20 avril, et nous en sommes les premiers contrariés. Vous nous accordez votre confiance chaque soir. Cette confiance nous y oblige. Nous monitorons la situation pour que cela ne se reproduise pas. Merci pour votre patience et votre fidélité. Maintenant, bienvenue sur Inside News RDC. Ce lundi 20 avril 2026, au marché de la liberté à Kinshasa, les tablettes de ce matin discutaient d'une seule chose, 1,250 milliard de dollars levés sur les marchés internationaux. Une première pour notre pays. Et pourtant, dans les mêmes rues, les mêmes marchands ne voyaient pas comment cette opération allait changer leur réalité ce mois-ci. Bonsoir à vous qui nous suivez depuis Paris, Toronto et Johannesburg. À nos compatriotes au pays comme à ceux de la diaspora, ce journal est le vôtre. Ce soir, 2 dossiers forment l'ossature de cette édition. L'État congolais vient d'emprunter 1,250 milliard de dollars à Paris, sous les applaudissements des marchés. Ce même État n'a exécuté que 43% de ses dépenses budgétaires au premier trimestre 2026. Ces 2 réalités coexistent et il est de notre devoir de les poser côte à côte. Et dans l'Est, moins de 24 heures après la signature d'un accord à Montreux, des drones ont frappé Minembwe. 4 morts, 8 blessés, des femmes et des enfants principalement. Nous parlerons aussi de la révision constitutionnelle que l'Union sacrée vient de lancer, de l'électricité à Montamba grâce à un don japonais, des tensions diplomatiques entre Téhéran et Washington, et du modèle économique béninois qui interroge notre continent. Et, dans les brèves, les migrants expulsés des États-Unis arrivés au RDC, la détention de Minako et d'autres signaux du terrain. Voici le développement de vos informations. Le 9 avril 2026, la République démocratique du Congo a posé sa signature sur une opération sans précédent dans son histoire financière. 1,250 milliard de dollars américains levés en une seule journée à Paris sur les marchés financiers internationaux. La demande des investisseurs, plus de 5 milliards de dollars pour une offre de 1,25 milliard. Sursouscrite 4 fois. 2 tranches, 8,75% sur 5 ans, 9,50% sur 10 ans. Pour piloter cette opération, le gouvernement s'est appuyé sur la puissance de feu de Citigroup, confiant la structuration de la dette au conseil de Standard Chartered Bank, tout en mandatant Rawbank, première banque congolaise, pour assurer l'ancrage local. Le ministère des Finances a parlé d'une entrée historique. Cette opération s'inscrit dans un contexte objectivement favorable. La RDC, premier producteur mondial de cobalt et deuxième pour le cuivre, bénéficie d'un intérêt croissant des investisseurs liés à la transition énergétique. Son ratio d'endettement entre 18 et 22% du PIB à fin 2025, selon les données de la Direction générale du Trésor français, lui a permis d'obtenir des conditions meilleures que l'Angola ou le Kenya à des niveaux comparables. Après l'émission, ce ratio passe à 19,5%, toujours en dessous de la médiane subsaharienne. Le 13 avril, le ministre des Finances, Dodo Fwamba Likonde Libotayi, a annoncé 7 projets pour utiliser ces fonds. L'extension de l'aéroport de Ndjili avec un terminal de 49 000 m², la réhabilitation de 750 km de la route nationale 4 entre Kisangani et Beni, 300 km de voirie à Kinshasa, une rocade de 31 km autour de la capitale, des lignes électriques de 330 kV vers la Zambie, une centrale hydroélectrique de 64 MW au Kasai central et des centres de formation professionnelle à Kisangani, Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. Sur le tapis, c'est le programme d'infrastructure que la nation attend depuis 2 décennies. Voici ce que le communiqué de victoire n'a pas dit. Selon les états de suivi budgétaire de la Direction des politiques et programmation budgétaire, les dépenses exécutées entre janvier et mars 2026 s'élèvent à 5 302 milliards
de francs congolais, soit 2,149 milliards de dollars. Les prévisions trimestrielles étaient de 12 242 milliards de francs, soit 4 milliards 962 milliards de dollars. Taux d'exécution réel, 43%. Sur chaque dollar prévu au budget pour ce trimestre, 57 centimes sont restés non engagés. Et de ces 2,149 milliards effectivement décaissés, 79% ont couvert 3 postes seulement: rémunération des agents de l'État, fonctionnement des ministères, fonctionnement des institutions de la République. Les investissements réels n'ont reçu que 86 millions de dollars. 86 millions sur un trimestre dans un pays qui vient d'annoncer 7 chantiers structurants. Les données compilées par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, le CREFDL, dans son rapport de mai 2025 sur le programme de développement local des 145 territoires, avait déjà documenté une réalité sévère. Dans le Kasaï, le PNUD avait reçu la totalité de ses fonds, plus 70 millions de dollars supplémentaires, et n'avait livré aucun des 69 ouvrages prévus 2 ans après le lancement. L'AVENA de Kinshasa, le centre financier de Kinshasa, l'ensemble du PDL 145T, des projets présentés comme prioritaires, des fonds engagés, des livrables absents. Ces retards ont été documentés et rapportés depuis 2024. Le président Tshisekedi, lors du Conseil des ministres extraordinaire du 15 avril 2026, a lui-même cadré les choses. Il a demandé la création d'une commission interinstitutionnelle chargée du suivi de l'exécution des investissements. L'Inspection générale des finances évaluera annuellement la conformité du programme. La Cour des comptes présentera un rapport au Parlement. Des rapports trimestriels seront soumis au Conseil des ministres. Sur le papier, ce dispositif est plus structuré que tout ce qui avait été annoncé pour le PDL 145T. Mais le dispositif du PDL 145T existait aussi. Les dépenses de la primature ajoutent une autre ligne à ce tableau. En 2025, elles ont atteint 75 millions de dollars contre une prévision de 51 millions, soit un dépassement de 47%. En 2020, ce cabinet dépensait 38,5 millions de dollars. En 5 ans, les dépenses ont presque doublé, portées par les rémunérations, les prestations de fonctionnement et les biens matériels. Pendant ce temps, le taux d'exécution des investissements publics au premier trimestre 2026 représente moins de 4% des dépenses totales exécutées. Ce pari est jouable. D'autres nations africaines l'ont gagné. L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire ont utilisé des instruments similaires pour financer des infrastructures avec des résultats visibles. Mais d'autres ont emprunté, vu leurs projets s'embourber et se sont retrouvés avec la dette sans la croissance. Sur les 1,25 milliard de dollars empruntés, la RDC remboursera plus de 850 millions de dollars d'intérêts sur la durée totale de l'emprunt. Ce n'est pas une ligne comptable. C'est une obligation que le commerçant de Gassavubu et l'ingénieur de la Gombe devront honorer ensemble, que les projets soient livrés ou non. Madame la Première ministre Judith Suminwa, la commission interinstitutionnelle annoncée par le chef de l'État le 15 avril, à quelle date sera-t-elle constituée? Avec quels membres nommés? Et avec quelle autorité de sanction effective sur les agences d'exécution qui manquent leurs livrables? La confiance des marchés ne se décrète pas, disait le président Tshisekedi lui-même. Elle se construit par des preuves tangibles. La prochaine preuve est attendue, et la date du prochain rapport trimestriel au Conseil des ministres n'a pas encore été annoncée. Ces milliards engagés à Paris et ces 43% d'exécution qui n'arrivent pas à se rejoindre nous disent une vérité que la nation ne peut pas se permettre d'ignorer. Promettre à l'extérieur ce qu'on n'a pas encore démontré à l'intérieur est une position fragile. Et cette fragilité, dans l'est de notre pays, elle a un autre nom. Dans les hauts plateaux de Minembwe, dans la province du Sud Kivu, la nuit du samedi 18 avril n'était pas celle du lendemain d'un accord. C'était une nuit de drone. Seulement après 5 jours de discussion à Montreux, en Suisse, le gouvernement congolais et l'AFC M23 signaient ensemble un communiqué conjoint. Le 9e round du processus de Doha
sous médiation du Qatar, en présence des États-Unis, de la Suisse et de l'Union africaine, avait abouti à des engagements précis. Un mécanisme de libération des prisonniers dans un délai de 10 jours. Un protocole sur le mécanisme conjoint de vérification élargi. La protection des civils présentée comme priorité absolue. Les délégués avaient exprimé leur gratitude au Qatar, aux États-Unis, à la Suisse, au Togo, à l'Union africaine et à la MONUSCO. Moins de 24 heures après la clôture de ces discussions, les drones ont frappé. Dans la soirée du samedi 18 avril, selon le communiqué signé par le lieutenant-colonel Mak Hazukay Mongba, porte-parole par intérim des FARDC, la coalition RDF-AFC M23 a mené des attaques par drone contre les positions de l'armée congolaise à Mikenge et Kakenge dans les hauts plateaux de Mwenga et de Fizi, province du Sud Kivu. Ces frappes ont également touché des zones habitées par des populations civiles au point zéro. Bilan provisoire communiqué par l'armée, 4 civils tués, 8 blessés, en majorité des femmes et des enfants. De son côté, l'AFC M23 a accusé l'armée congolaise et ses alliés d'attaques d'artillerie lourde et de drones de combat de type kamikaze contre des zones densément peuplées à Kalingi et Didegu dans le Minembwe, ainsi qu'à Mikenke au Sud Kivu et à Mitimingi dans le Masisi, Nord Kivu. Les accusations sont mutuelles. La mort des civils, elle, ne l'est pas. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a ajouté une dimension distincte à cette escalade. Selon un communiqué signé par le porte-parole provincial Didier Kabji Bashizi, des militaires rwandais récemment infiltrés sur le territoire national sont en train d'ériger un camp militaire dans la localité de Mumosho, territoire de Kabare. Le gouvernement provincial exige l'arrêt immédiat de cette construction et le retrait sans condition de toutes les forces étrangères présentes sur le sol congolais. Il faut rappeler que les institutions provinciales ont déjà été délocalisées à Uvira après l'occupation de Bukavu. Un camp permanent à Mumosho ne relève pas de l'occupation transitoire. Il pose la question d'une installation durable. La MONUSCO a publié le 19 avril un communiqué dans lequel elle fixe les conditions indispensables à un suivi crédible du cessez-le-feu. Cessation de l'usage des drones offensifs, fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, pleine liberté de mouvement pour son personnel et utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Ces conditions ne sont pas encore réunies. En marge du forum diplomatique d'Antalya en Turquie, le président Tshisekedi a rencontré Massad Boulos, conseiller spécial du président américain pour l'Afrique. Washington a exprimé sa volonté de soutenir les efforts de sécurisation et a salué la dynamique positive issue des discussions de Montreux. Ce soutien déclaré coexiste avec des drones qui continuent de voler. La déclaration signée vendredi mentionnait explicitement que la protection des civils demeure la priorité absolue. 4 civils tués le lendemain. L'écart entre la parole et le terrain n'est pas une nuance de procédure. C'est une réalité que vivent des hommes et des femmes qui ont un nom, dans des localités qu'aucune capitale diplomatique ne peut confondre avec une abstraction. Le prochain cycle de discussion est annoncé. Le MCVE+, mécanisme conjoint de vérification élargi, est signé. Mais tout mécanisme de vérification a besoin d'un terrain où les drones ne volent pas pour se déployer. La libération de 311 prisonniers AFC M23 et 166 prisonniers du gouvernement, convenus dans un délai de 10 jours à Montreux, sera le premier test concret de ces engagements. La nation observera. Ces 2 dossiers que nous venons de traverser, la dette et la guerre, ne sont pas 2 histoires séparées. Ce sont les 2 faces d'un même défi, celui de construire un État qui tient ses engagements sur tous les fronts en même temps. Et cet État, ses citoyens lui posent aujourd'hui une 3e question, celle de son texte fondamental. Ce lundi 20 avril, une invitation a été adressée à tous les Congolais, au pays comme à l'étranger. Venez dire ce que vous voulez que soit la prochaine constitution de la République. Le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation a publié ce lundi un communiqué signé par le professeur André Mbata Betukomesu Mango, annonçant le lancement des consultations nationales
autour des propositions de révision de la Constitution du 18 février 2006. L'invitation s'adresse à tous, partis et regroupements politiques, confessions religieuses, organisations de droits humains, ordres professionnels, syndicats, universitaires, juristes et tout citoyen congolais au pays comme dans la diaspora. Date limite des contributions, le 20 mai 2026. Une commission technique synthétisera ensuite les propositions et produira un rapport transmis au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La démarche se présente comme inclusive. Elle soulève cependant une question de méthode. Une révision constitutionnelle dans un état de droit suppose d'abord que soient définies les limites du processus et les clauses intangibles du texte, avant d'ouvrir les contributions au public. En invitant les propositions sans avoir préalablement posé ces bornes, l'Union sacrée place le débat dans un registre où tout semble ouvert. Le peuple congolais a le droit d'évoluer dans ses institutions. Il a aussi le droit de savoir exactement ce qu'on lui demande de modifier, pourquoi, et avec quelle garantie que les protections fondamentales resteront intactes. Cette clarification reste à venir. Ce débat constitutionnel, qu'il aboutisse ou non à une révision, se déroule pendant que nos foyers font face à un défi bien moins théorique. Dans certains quartiers de notre capitale, la nuit tombée, les lampes s'éteignent. Dans le district du Mont-en-Bas à Kinshasa, des travaux ont enfin commencé cette semaine, et c'est le Japon qui les finance. La Société nationale d'électricité a reçu de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA-RDC, un don de 3 898 millions de yens, soit environ 27 millions de dollars américains. L'objectif, stabiliser l'alimentation électrique dans le district du Mont-en-Bas par l'installation de nouveaux transformateurs de 220 kV et la construction de salles de commande aux sous-stations de la Funa et de Liminga. Les communes concernées, Limete, Lemba, Matete, Ngaba et Kisenso. Les travaux ont démarré il y a 2 semaines, confiés à Trust Engineering Partners et Yachiyo Engineering pour une durée de 24 mois. C'est une bonne nouvelle, concrète, vérifiable, bienvenue. Mais cette bonne nouvelle ne se lit pas sans son contexte. La SNEL reste l'une des entreprises publiques les plus défaillantes de notre pays. Un pays possède le fleuve Congo et le complexe d'Inga, capable d'éclairer une grande partie du continent africain, et qui laisse ses quartiers dans l'obscurité après paiement des factures. Monsieur Donas Chiombela, avocat et coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, publie ce jour une tribune exigeant le départ des dirigeants actuels de la SNEL et une totale transparence sur la gestion des frais d'éclairage public. Un don japonais finance une infrastructure. Mais une infrastructure dans une entreprise dont la gouvernance reste défaillante est une infrastructure à risque. Les familles de Lemba et de Kisenso méritent la lumière au sens propre et au sens figuré. Ces défis nationaux que nous venons d'examiner, dette, sécurité, constitution, électricité, ne se jouent pas dans un monde fermé sur lui-même. La RDC est un acteur de ce monde qui bouge, et ce monde envoie 2 signaux ce soir que notre pays ne peut pas ignorer. À Islamabad, ce lundi, 2 délégations se préparaient à se retrouver autour d'un dossier qui peut redessiner les équilibres géopolitiques auxquels notre pays est rattaché. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagaï, a déclaré ce lundi, lors de son point de presse hebdomadaire, que l'Iran n'avait à ce stade aucun projet pour un nouveau cycle de négociations avec les États-Unis et qu'aucune décision n'avait été arrêtée sur ce dossier. Une source iranienne de haut rang a confirmé à Reuters que les capacités défensives de la République islamique, notamment son programme balistique, ne sont pas négociables. Le Pakistan multipliait les contacts pour organiser des pourparlers dès mardi à Islamabad. Pour notre pays, cet équilibre des forces entre Téhéran et Washington n'est pas une abstraction diplomatique. Washington est aujourd'hui le partenaire stratégique déclaré de Kinshasa depuis l'accord signé en décembre 2025, couvrant les minerais critiques, le corridor Sakania-Lobito et le Grand Inga. Chaque tension dans les alliances américaines redessine les marges de manœuvre de ce partenariat. La stabilité
où l'instabilité de la présence américaine sur la scène mondiale conditionne directement la nature des engagements que Washington peut tenir envers Kinshasa. Ce dossier mérite d'être suivi. Ces tensions entre les grandes puissances nous rappellent qu'il n'y a pas d'alliance sans contexte, ni de partenariat sans risque. Mais dans ce même monde, à quelques heures de vol de Kinshasa, un pays africain démontre qu'une autre trajectoire est possible quand l'exécution suit l'annonce. Le Bénin, sous la gouvernance de Patrice Talon, affiche en 2026 une croissance attendue à 7% du PIB, la plus forte de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 10 ans, l'économie béninoise a traversé une transformation documentée. Le programme d'action gouvernementale Bénin Révélé, articulé autour de 45 projets phares et 19 réformes institutionnelles, évalué à plus de 9 000 milliards de francs CFA, a porté la croissance de 3,3% en 2016 à 7,5% en 2024, son niveau le plus élevé depuis 1990 selon la Banque mondiale. La zone industrielle de Glojigbe, lancée en 2021 sur 1640 hectares, a créé plus de 14 000 emplois dans la transformation du coton, de l'ananas et des noix de cajou. La dette publique, en hausse à 53,7% du PIB, est jugée à risque modéré par le FMI. Romuald Wadagni, principal architecte de cette transformation et nouveau président élu avec plus de 94% des voix, hérite d'une dynamique. Ce qui distingue ce modèle, c'est la cohérence entre l'annonce et l'exécution. Le Bénin n'a pas les ressources que possède la RDC. Pas de cobalt, pas de cuivre, pas le fleuve Congo. Notre pays dispose d'atouts que le Bénin n'a pas. Un marché intérieur 10 fois plus grand, une position géographique stratégique au cœur du continent et des ressources minérales dont le monde entier a besoin. Ce qui sépare nos trajectoires n'est pas la richesse. C'est la capacité à transformer une décision en livrable, un budget en réalisation. Cette capacité, c'est la seule chose que les marchés de Paris ne peuvent pas nous prêter. Ces leçons venues d'ailleurs, ces tensions du monde et ces chantiers nationaux que nous avons parcourus ensemble ce soir nous ramènent, comme toujours, au terrain concret où notre peuple vit chaque jour. En ce week-end du 18 au 20 avril, plusieurs informations du terrain méritent d'être portées à votre connaissance avant que nous ne fermions cette édition. Certaines informations du week-end ne tiennent pas sur une seule ligne. Elles méritent qu'on leur consacre le temps qu'elles exigent. Un premier groupe de 15 personnes a atterri en RDC vendredi dernier. Il s'agit de ressortissants d'Amérique latine, expulsés des États-Unis et accueillis temporairement sur notre sol dans le cadre d'un accord entre Kinshasa et les services américains de migration, avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. La première ministre Judith Suminwa, interrogée sur le plateau de TV5 le 18 avril, a confirmé cet accueil temporaire et précisé que les frais de séjour sont pris en charge par Washington. Elle a présenté cette coopération comme un service rendu aux États-Unis. Au Parlement, plusieurs députés ont qualifié l'arrangement de risqué pour la souveraineté nationale et exigé la publication complète des termes de l'accord. Le journal Le Potentiel pose ce matin une question légitime sur les capacités réelles de prise en charge du pays, dans un contexte où la RDC gère déjà des millions de déplacés internes dans l'Est. La commission parlementaire compétente a le droit et le devoir de se saisir publiquement de ce dossier. C'est dans ce même contexte d'insécurité ordinaire que les habitants du quartier Montbélé, dans la commune de Limete à Kinshasa, vivent une psychose d'un genre particulier depuis plusieurs semaines. Dès 19h, les rues se vident par précaution. Des jeunes rapportent des arrestations nocturnes sans motif valable, suivies de demandes de rançon dans des sous-commissariats. Un habitant a témoigné avoir versé 80 000 francs congolais, soit environ 35 $ américains, pour obtenir sa libération. La hiérarchie policière, contactée par Radio Okapi, dit ne pas être informée de ces dérives et encourage les victimes à déposer des plaintes formelles. Dans une ville où la lumière s'éteint après une certaine heure, l'insécurité trouve toujours un espace pour s'installer. Une note d'espoir vient tout de même d'Ituri.
Dans le territoire d'Iromo, les localités de Komanda, Banvokoto, Bamande et Mungamba observent depuis quelques jours une accalmie durable. Des familles déplacées par les violences des ADF reviennent sur leurs terres. Le trafic reprend sur la route Komanda-Yedi, reliant les territoires d'Iromo et de Mambasa. Le colonel Siro Simba, administrateur du territoire, confirme que les patrouilles conjointes FARDC-MONUSCO se poursuivent. La société civile locale appelle à des opérations en profondeur dans la forêt pour consolider cette paix encore fragile. Ces familles rentrent. Elles comptent que nous veillons. L'affaire Minako continue d'alimenter des inquiétudes sérieuses sur les conditions de détention dans les installations du Conseil national de cyberdéfense. Madame Dadi Minako, épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako, a adressé une correspondance formelle au coordonnateur du CNC, Jean-Claude Boukassa, avec copie au chef de l'État, au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Chabani Loukou, et au ministre de la Justice, Guillaume Nguefa. Elle y décrit un dispositif de visite dans lequel 5 agents restent en permanence dans la pièce. Un trajet effectué les yeux bandés à bord d'un véhicule du CNC et une surveillance qu'elle juge incompatible avec la dignité familiale. Elle alerte aussi sur une rupture dans le suivi médical de son mari depuis le 18 janvier 2026. Le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations unies a documenté le maintien en détention de 42 membres de partis politiques dans des conditions similaires, dont certains dans ce que le rapport désigne comme des cachots clandestins gérés par le CNC. Les textes invoqués par Madame Minako, la Convention des Nations unies contre la torture et la Charte africaine des droits de l'homme posent des questions auxquelles l'État congolais devra répondre. Dans la province de l'Équateur, l'Assemblée provinciale a vécu une rupture institutionnelle vendredi 17 avril. Son président Delcy Mata Delcy Bertrand a été démis de ses fonctions par la majorité des députés provinciaux sur la base d'une pétition évoquant un présumé détournement de plus de 60 millions de francs congolais et une gestion jugée opaque, en violation du règlement intérieur. La majorité du bureau s'est désolidarisée du président déchu pour préserver le fonctionnement de l'institution. Dans l'état actuel de plusieurs de nos assemblées provinciales, une institution qui s'autorégule mérite d'être relevée. Le CREFDL salue par ailleurs la suspension du coordonnateur de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, la CFEF, décidée le 13 avril par le ministre des Finances pour fait présumé de mauvaise gestion, non-respect de la loi de passation des marchés publics et contre-performance. Le CREFDL demande un audit indépendant de tous les projets confiés à cette cellule depuis 2021, en particulier le PDL 145T dans cette province et les projets de la zone économique spéciale de Maluku. La suspension est arrivée. Elle confirme ce que le rapport de mai 2025 avait documenté. Il a fallu 11 mois. Le suivi de l'eurobond ne peut pas attendre 11 mois. Chers compatriotes, voilà le tableau que notre pays nous offre en ce lundi soir. Dense, exigeant, parfois lourd, mais jamais sans un fil d'espoir à tenir. Laissons un instant ces informations se déposer, avant de rassembler ce que cette édition nous aura appris. En ce 20 avril 2026, 4 lignes de force ont traversé ce journal. La RDC a levé 1,25 milliard de dollars à Paris sur la promesse de 7 projets structurants, pendant que son taux d'exécution budgétaire au premier trimestre n'atteignait que 43%. La commission de suivi promise par le président Tshisekedi n'a pas encore de composition annoncée. Dans les hauts plateaux de Minembwe, 4 civils ont perdu la vie la nuit du 18 avril, moins de 24 heures après un accord signé à Montreux qui plaçait la protection des civils comme priorité absolue. Un camp militaire rwandais se construit à Momosho pendant que les discussions de paix continuent en Suisse. L'Union sacrée a ouvert une consultation nationale sur la Constitution jusqu'au 20 mai. Et dans le quartier Montbélé de Kinshasa, des jeunes n'osent plus sortir après 19 heures par peur d'être arrêtés et rançonnés. Cette nation signe des accords qui retiennent l'attention des marchés du monde entier.
Elle laisse aussi un quartier de sa capitale vivre dans la peur ordinaire. Ces deux réalités existent. Notre mission est de ne jamais regarder l'une sans voir l'autre. Thomas Sankara, devant l'Assemblée des Nations Unies le 29 juillet 1987, déclarait « La dette est une reconquête savamment organisée de l'Afrique ». Cette phrase n'est pas un verdict sur l'eurobond congolais. Elle est un rappel que l'emprunt porte toujours avec lui une obligation de résultat que les générations qui viennent après nous auront à honorer. Ces résultats, c'est notre responsabilité collective aujourd'hui. Pour approfondir les enjeux de gouvernance financière et de souveraineté économique que nous avons traversés ce soir, nous vous invitons à revoir nos dossiers d'analyse « L'hémorragie silencieuse sur la fuite des capitaux » et la dédollarisation en RDC, disponible sur notre chaîne YouTube Inside News RDC. Ces deux dossiers éclairent directement ce que la RDC négocie avec ses créanciers et avec elle-même. Nous serons à nouveau avec vous demain soir. D'ici là, prenez soin de vous. Sur notre sol congolais, que la paix progresse dans chaque province, de Bunagana à Matadi, de Kindu à Mbandaka. À nos compatriotes de Paris, de Toronto et de Johannesburg, vous portez le Congo là où vous vivez. Continuez. Que Dieu protège notre nation. C'était Marie-Ange pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours bonne continuation.